du sang coulait sur la joue burinée de James Washington tandis que le verre en cristal du restaurant se brisait contre le mur, des éclats tranchants captant la douce lumière comme des diamants cruels. « Ton espèce n'a pas sa place ici », siffla Elena Whitman, sa voix teintée de venin. 3 officiers militaires noirs se levèrent silencieusement de la table voisine, leurs mouvements précis et chargés de sens inexprimé. Personne dans cette salle n'aurait pu savoir que ce moment, né de la malveillance et du silence, allait modifier à jamais le paysage racial de toute une ville. Avant de plonger dans cette histoire captivante de discrimination, de courage et de rédemption, prenez un moment pour réfléchir, pour ressentir, car si ce genre de manque de respect envers nos vétérans vous fait bouillir le sang, vous n'êtes pas seul. Revenons maintenant au début, pour comprendre comment cette confrontation explosive a eu lieu. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dorées sur le quartier historique de Charleston tandis que James Washington ajustait sa casquette de vétéran de la marine et lissait soigneusement sa chemise repassée. À 78 ans, sa silhouette autrefois puissante reposait lourdement sur une canne en bois sculptée à la main, dont le grain usé était poli par des années d'utilisation, un rappel quotidien des blessures subies lors de 2 missions brutales au Vietnam. Les cicatrices visibles s'étaient estompées depuis longtemps, mais les blessures invisibles du retour dans un pays qui le traitait comme un citoyen de seconde zone n'avaient jamais vraiment guéri. Ce soir, cependant, c'était différent. Son petit-fils, Marcus, venait d'être accepté dans un prestigieux programme de résidence en médecine, devenant ainsi le premier de leur famille à poursuivre la voie de la médecine. Pour fêter ça, James avait réservé des semaines à l'avance au Southern Heritage, le restaurant le plus haut de gamme de Charleston, un endroit devant lequel il était passé des centaines de fois mais n'avait jamais osé entrer. « Votre table sera bientôt prête, monsieur », avait dit la jeune hôtesse blanche au couple devant lui, son visage réchauffé par un sourire éclatant et accueillant. Mais quand ce fut le tour de James, son expression changea légèrement. Le sourire est resté, mais ses yeux sont devenus froids. « Avez-vous une réservation » demanda-t-elle, son ton sensiblement plus froid. « Oui, madame, Washington pour 2 à 6h30, répondit James, avec la politesse calme qui était devenue une seconde nature après avoir navigué dans les espaces blancs pendant des décennies. Elle jeta un coup d'œil à son livre, feuilletant ses pages plus longtemps que nécessaire avant de reconnaître à contre-cœur sa réserve. De l'autre côté de la pièce, Elena Whitman, la propriétaire du restaurant, observait la scène avec les yeux plissés. Habitante de Charleston depuis 4 générations, sa famille possédait autrefois l'une des plus grandes plantations de Caroline du Sud. Elena était fière de maintenir ce qu'elle appelait les « normes traditionnelles » au Southern Heritage, un restaurant installé dans un bâtiment qui faisait autrefois partie du marché aux esclaves animés de la ville. Cette vérité dérangeante avait bien sûr été omise des brochures promotionnelles, qui mettaient plutôt en valeur le charme de son architecture historique. Le regard de James parcourut la pièce et se posa sur 3 officiers militaires noirs assis à une table près du centre où une vue rare dans un tel endroit. Leurs uniformes étaient impeccables, leur posture droite, chacun d'eux dégageant un commandement silencieux. Pourtant, James ne pouvait s'empêcher de remarquer comment les autres clients les évitaient, faisant semblant de ne pas les voir tout en voyant tout. L'hôtesse a conduit James devant plusieurs tables vides ornées de couverts élégants et de petites cartes, réservées, pour s'arrêter à une table faiblement éclairée nichée près des portes de la cuisine, à peine hors du chemin du personnel. « Est-ce que cela sera acceptable » demanda-t-elle d'un ton qui laissait entendre qu'il n'y aurait pas d'autre offre. « Tout ira bien, merci », dit doucement James, s'installant sur la chaise faisant face au mur plutôt qu'à la salle à manger. Alors qu'il attendait Marcus, son esprit revint à 1968, lorsqu'il revint du Vietnam avec un purple et des éclats d'obus encore incrustés dans sa jambe. Il avait porté fièrement son uniforme lors du vol de retour, malgré la controverse amère de la guerre. Lors d'une escale à San Francisco, il était entré dans un restaurant de l'aéroport, mais le directeur lui avait dit à haute voix « Nous ne servons pas ce genre de personnes ». 5 décennies s'étaient écoulées depuis ce moment humiliant, mais James savait que les tactiques avaient simplement évolué. Le message était toujours le même. Pendant qu'il attendait, il regardait les serveurs se déplacer attentivement de table en table, leurs yeux glissant sur lui comme s'il n'existait pas. 10 minutes passèrent, puis 20. Les convives arrivés après lui avaient déjà commandé, reçu leur boisson et commencé à manger. Les 3 officiers à la table centrale semblaient recevoir un service décent, bien que James ait remarqué la formalité rigide avec laquelle le personnel leur parlait. Le major Darius Coleman, l'officier supérieur, observait la situation avec un malaise croissant. Vétéran du renseignement militaire depuis 20 ans, il avait perfectionné sa capacité à détecter ce que les autres préféraient ne pas voir. « Table près de la cuisine », murmura-t-il à ses compagnons.
Vétéran du Vietnam, vu sa casquette, j'attends depuis près d'une demi-heure maintenant. Le capitaine Echa Reynolds jeta un coup d'œil, sa manière calme mais ferme. Avec 12 années de service et 2 déploiements au combat, elle a reconnu les signes de négligence calculée. Même scénario, décennies différentes, dit-elle doucement. Le lieutenant André Phillips, le plus jeune d'entre eux, fronça les sourcils. Devrions-nous dire quelque chose? Coleman secoua la tête. Observons pour l'instant, choisissons notre moment, s'il vient. Finalement, James a attiré l'attention d'un serveur qui passait, un jeune homme noir qui s'est approché nerveusement. Je m'excuse pour l'attente, monsieur, je vais vous apporter de l'eau tout de suite. Le serveur revint rapidement avec de l'eau et du pain, se penchant légèrement pour les poser. Je suis désolé, monsieur, c'est madame Whitman qui attribue les tables. J'essaierai de venir vous voir dès que possible. James fit un petit signe de tête, comprenant trop bien. Il avait rencontré d'innombrables jeunes hommes comme lui, marchant sur la corde raide entre dignité et survie, naviguant dans des espaces blancs sur une glace mince qui pouvait se fissurer à tout moment. À travers les fenêtres, Charleston offrait aux touristes son charme historique soigneusement conservé. À l'intérieur, la hiérarchie tacite n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque où le grand-père de James lui-même s'était vu interdire totalement l'accès à de tels établissements. James prit une gorgée d'eau et continua d'attendre. Pas seulement pour Marcus, mais pour porter le poids de décennies de moments similaires, chacun s'installant sur ses épaules comme un manteau usé mais familier. Grand-père, je suis vraiment désolé d'être en retard. Marcus Washington s'est précipité à l'intérieur, portant toujours sa blouse médicale blanche sous sa veste. Ses dreadlocks, habituellement soignés, étaient légèrement ébouriffés à cause de sa longue garde à l'hôpital. Mais son sourire illuminait le coin sombre alors qu'il se penchait pour embrasser son grand-père. À 28 ans, Marcus incarnait tout ce pourquoi James s'était battu, des opportunités longtemps refusées aux hommes de sa génération. Pas besoin de t'excuser, fiston. Les urgences hospitalières ne fonctionnent pas selon les horaires des restaurants, dit James, la fierté adoucissant chaque ride de son visage buriné. Parlez-moi de votre journée. Alors que Marcus se lançait dans une histoire sur une affaire difficile, James remarqua Elena Whitman qui les observait de l'autre côté de la pièce, son mécontentement aussi évident qu'une gifle. Elle chuchota quelque chose à un serveur, qui hocha la tête et continua à contourner leur table. Après presque 15 minutes supplémentaires, un autre serveur s'est finalement approché. « Êtes-vous prêt à commander » demanda-t-elle sèchement, sans se présenter ni mentionner les plats du jour. Marcus, élevé avec les manières impeccables de son grand-père, répondit gentiment. « Oui, madame. Pourriez-vous d'abord nous parler du menu du soir ?» Le serveur jeta un coup d'œil vers Elena, visiblement nerveux. « Tout est au menu. Je dois prendre votre commande immédiatement. Nous sommes très occupés. » James a commandé le saumon grillé. Marcus a choisi les célèbres crevettes et le gruau du restaurant. Le serveur est parti sans rien noter, un détail petit mais révélateur que James connaissait trop bien. Certaines choses ne changent jamais, n'est-ce pas, grand-père? Demanda Marcus doucement. Il change, fiston, lentement. À ton âge, il ne m'aurait pas laissé entrer. James bougea sur son siège, sa hanche arthritique se raidissant contre la chaise dure. Sa canne, appuyée contre la table, a glissé, renversant son verre d'eau. Le bruit n'était pas fort, mais dans le silence de l'endroit, on aurait dit un coup de feu. Les têtes se tournent. J'ai compris, grand-père, dit rapidement Marcus, en attrapant sa serviette pour éponger l'eau qui se répandait. Avant qu'ils puissent appeler à l'aide, Elena Whitman est apparue à leur table. Ses lèvres étaient pressées en une ligne exsangue. Y a-t-il un problème ici, demanda-t-elle froidement, sans faire un geste pour aider. Juste un accident, madame. Ma canne a glissé. On aurait bien besoin d'aide pour la fuite, dit James. C'est précisément pour cela que nous avons certaines normes, a rétorqué Elena, sa voix portant juste assez loin pour être entendue. Notre clientèle habituelle attend une ambiance particulière. Marcus se raidit à côté de son grand-père. C'était un accident, dit-il fermement, cela pourrait arriver à n'importe qui. Les yeux d'Elena se posèrent dédaigneusement sur Marcus, puis revinrent sur James. Peut-être seriez-vous plus à l'aise dans un établissement mieux adapté à vos besoins. L'implication flottait dans l'air, lourde et indubitable. Nous sommes très à l'aise ici, merci, répondit James, son ton calme et mesuré, forgé par des années de tempête comme celle-ci. Nous attendons notre repas avec impatience.
Elena s'est retirée, mais le mal était fait. À une table voisine, un couple blanc a commencé à parler assez fort pour être entendu. Les normes ont vraiment baissé ici, a déclaré la femme en jetant un regard appuyé à James et Marcus. Ces gens ne savent tout simplement pas comment se comporter dans des établissements comme celui-ci, a ajouté son mari. À la table des officiers, le capitaine Reynolds posa lentement sa fourchette, le visage indéchiffrable. La situation s'aggrave, observa-t-elle doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, tandis que le major Coleman hochait la tête presque imperceptiblement. Soyez prêts, dit-il d'un ton mesuré, mais n'intervenons pas à moins que ce soit absolument nécessaire. Ce monsieur a su conserver sa dignité dans des situations pires que celle-ci, je parie. Lorsque leur nourriture arriva finalement près d'une heure plus tard, le saumon de James était froid et les célèbres crevettes et gruaux de Marcus contenaient exactement 3 petites crevettes, enfouies sous une masse durcie de gruaux de fromage figé. Tu te souviens de cette fois, pour les 95 ans de grand-mère, où la boulangerie a perdu notre commande, demanda Marcus en tapotant sans conviction son assiette décevante. Et tu es resté debout toute la nuit à préparer son gâteau à la noix de coco préféré? James rit doucement, le souvenir soulageant brièvement le poids de la tension actuelle comme une brise dans une pièce étouffante. Ta grand-mère a dit que c'était le meilleur gâteau qu'elle ait jamais mangé, même si je soupçonne qu'elle était juste gentille. Pas question, grand-père, ce gâteau était légendaire, répondit Marcus, l'admiration évidente dans sa voix. Tu aurais dû être chef plutôt qu'ingénieur en mécanique. James secoua la tête avec un rire discret, le geste touché par quelque chose de plus lourd. À mon époque, j'ai eu la chance de trouver un emploi de concierge dans cette entreprise d'ingénierie, a-t-il déclaré, sa voix s'éteignant dans ma mémoire. Il leur a fallu 5 ans pour me laisser toucher un plan, même avec ma formation dans la marine. Il baissa la voix, et les années semblèrent peser sur ses épaules. Il m'obligeait à utiliser l'entrée de service et une salle de bain séparée au sous-sol, votre génération ne sait pas comment faire. Il s'arrêta brusquement, tandis qu'Elena retournait à leur table, cette fois accompagnée d'un homme aux larges épaules en uniforme de sécurité. Tout vous convient-il? Demanda-t-elle, la voix mielleuse, teintée d'une insincérité évidente. En fait? Commença Marcus, mais Elena l'interrompit brusquement, son regard balayant les tables voisines. C'est vraiment dommage que les gens se plaignent d'une nourriture parfaitement bonne, dit-elle d'une voix forte, s'adressant davantage aux convives environnants qu'à eux-mêmes. Certaines personnes sont tout simplement impossibles à satisfaire, peu importe à quel point nous accommodons leur présence. James posa une main apaisante sur le bras de son petit-fils, sa voix calme et résolue. La nourriture est bonne, dit-il, nous aurons bientôt fini. Alors qu'Eleanor et le garde de sécurité s'éloignaient, Marcus se pencha en avant, le feu dansant derrière ses yeux habituellement calmes. Grand-père, on n'est pas obligé de prendre ça. Je peux poster un avis en ligne ou appeler les médias locaux, ce genre de discrimination est illégal. James soupira, son souffle emportant la fatigue d'une vie. Mon fils, j'ai mené ce combat de 1000 manières différentes au fil des décennies, dit-il d'une voix lourde d'expérience. Parfois, on tient bon, parfois, on survit pour se battre un autre jour. Ce soir, il s'agit de célébrer ton exploit, pas une nouvelle confrontation qui ne change rien. Mais alors qu'ils tentaient de terminer leur repas immangeable, James remarqua les 3 officiers, le major Darius Coleman, le capitaine Esha Reynolds et le lieutenant André Phillips, qui observaient attentivement la situation, leurs propres assiettes intactes, leur attention se déplaçant avec la tension croissante qui planait maintenant dans le restaurant comme la pression avant une tempête. Elena Whitman retourna à la table en tenant l'addition dans une main, son expression durcie, bien que ni dessert ni café n'aient jamais été offerts et que le repas froid et intact soit toujours devant eux. Je crois que vous avez terminé, messieurs, annonça-t-elle en plaçant l'addition, sensiblement plus élevée que les prix du menu, directement devant James. Marcus jeta un coup d'œil au total, puis à leur nourriture à peine mangée. Nous n'avons pas terminé, et ces accusations sont incorrectes, a-t-il déclaré, sa formation médicale étant évidente dans le calme qui a stabilisé son ton. Les yeux d'Elena se rétrécirent en fente. Vous avez peut-être du mal à comprendre, votre présence dérange mes clients habituels. Je vous demande poliment de régler votre addition et de partir. Marcus, sans élever la voix, a discrètement sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Et pourquoi dérangeons-nous vos clients, demanda-t-il, chaque mot étant réfléchi. Est-ce à cause de notre conversation? De ses manières à table? Ou est-ce toute autre chose? James se releva lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne. À 78 ans, il n'était plus aussi grand qu'autrefois,
mais il y avait dans sa posture une certaine gravité, la puissance tranquille d'un homme qui avait su se comporter avec dignité malgré des décennies d'humiliation. « Jeune homme, dit-il à son petit-fils, sans quitter Ellanena des yeux, certains ne voient pas au-delà de leur propre éducation. Madame Whitman n'est pas la première à me juger sur ma peau plutôt que sur mon caractère et elle ne sera pas la dernière. » Le visage d'Ellanena rougit d'une fureur qu'elle ne voulait plus cacher. « Comment osez-vous m'accuser de préjugés » s'exclama-t-elle. « C'est une question de comportement, pas de race. Vos semblables jouent toujours la carte raciale lorsqu'on vous accuse de causer des problèmes. » Le restaurant tomba dans un silence pesant, la plupart des convives faisant semblant de s'intéresser à leurs assiettes tandis que leurs oreilles étaient tendues vers chaque mot. James posa calmement sa serviette sur la table, sa voix ferme. « Mon espèce ? Et quelle espèce serait-ce, madame ?» Il fit un geste vers lui-même, puis vers Marcus. Des vétérans handicapés qui ont servi leur pays ? Des ingénieurs mécaniciens qui ont passé 40 ans à concevoir des systèmes de sécurité pour les bâtiments américains ? Des pères et des grands-pères célébrant des événements familiaux marquants ? Puis, après un souffle qui semblait attirer toute l'histoire dans l'instant. Ou voulez-vous parler des Américains dont les ancêtres ont été amenés à Charleston enchaînés et vendus à 3 pâtés de maison de chez nous ? Le sang-froid d'Ellanena se brisa, ses traits se tordirent de rage. « Tu n'as pas le droit de me parler ainsi dans mon établissement, hurla-t-elle, les bras agités, tandis qu'elle arrachait la canne de James. Alors qu'il trébuchait, essayant de retrouver son équilibre, Ellanena lui arracha leur verre d'eau. « Sors, sors tout de suite, hurla-t-elle, et dans un moment de rage choquante et incontrôlable, elle lança un des verres en cristal contre le mur près de la tête de James. Il s'est brisé avec un craquement aigu et retentissant, des éclats de verre giclant comme des éclats d'obus, un petit morceau a touché la joue de James, faisant couler le sang. Le restaurant se figea dans un silence stupéfait tandis qu'une fine ligne rouge traçait son chemin sur son visage buriné. James n'a pas bronché, ne s'est pas baissé, n'a pas reculé, il est simplement resté debout, le dos droit, un monument silencieux à la dignité face à la haine ouverte. Une seule goutte de sang tomba de son menton, atterrissant brutalement sur la nappe blanche immaculée. Puis vint le bruit de 3 chaises raclant à l'unisson. Le major Darius Coleman, le capitaine Esha Reynolds et le lieutenant André Phillips se sont levés avec la coordination fluide de ceux qui ont été longtemps formés à la discipline et au but. Leur visage était posé, indéchiffrable, mais leurs mouvements portaient la précision indéniable de la résolution militaire. Ils s'avancèrent, épaule contre épaule, à côté de James. Major Darius Coleman, corps du renseignement de l'armée américaine, se présenta l'officier le plus grand, sa voix tranchant la tension. 20 ans de service, 3 déploiements au combat. Capitaine Esha Reynolds, corps médical de combat, a suivi l'officier, ses mains déjà sur la coupure sur la joue de James, 12 ans de service, 2 missions en Afghanistan. Lieutenant André Phillips, opération stratégique, ajouta le plus jeune d'une voix ferme, 8 ans de service, récipiendaire de la présidentielle Citation. Le major Coleman se tourna directement vers Ellanena, son regard inébranlable. « Madame, nous observons depuis 1 heure la façon dont vous traitez ce monsieur et son petit-fils, » a-t-il déclaré avec une froide clarté. Ce dont nous avons été témoins représente non seulement une violation de la dignité humaine fondamentale, mais potentiellement de plusieurs lois sur les droits civiques. Le capitaine Reynolds, sans lever les yeux, continua de soigner James. « Monsieur, ceci nécessite une attention particulière. Ai-je votre permission de le traiter ?» James hocha la tête, son expression gravée de surprise face à ce soutien inattendu mais profondément apprécié. Le lieutenant Phillips s'est adressé à la salle, sa voix calme mais indéniablement ferme. « Mesdames et messieurs, vous venez d'être témoins d'un traitement discriminatoire envers un ancien combattant qui a servi son pays avec honneur. J'invite tous ceux qui partagent notre inquiétude à nous témoigner leur solidarité. » Le visage d'Ellanena se tordit de rage et d'embarras. « C'est absurde. Je réagissais à un comportement perturbateur, cela n'a rien à voir avec la race. » Alors peut-être, répondit le major Coleman avec un calme glacial, pouvez-vous expliquer pourquoi le couple blanc de la table 7 a renversé une bouteille de vin entière sans conséquence, tandis que ce monsieur a renversé un verre d'eau et a reçu ce traitement? Une vague de malaise se répandit parmi les convives, certains bougeaient sur leurs sièges, d'autres commençaient à rassembler tranquillement leurs affaires, refusant de rester complices par le silence. « C'est mon restaurant, » balbutia Ellanena, son autorité vacillante. « Et j'ai le droit de refuser le service à n'importe qui. » Ce n'est pas tout à fait exact, dit le capitaine Reynolds, toujours concentré sur son travail, sa voix comme de l'acier sous du velours.
La loi sur les droits civiques interdit expressément la discrimination dans les lieux publics. Votre droit de refuser un service ne peut être fondé sur des caractéristiques protégées telles que la race. L'agent de sécurité, qui se tenait au bord de la confrontation, jeta un coup d'œil aux cartes d'identité militaire des officiers, visiblement incertains maintenant. « Madame, je ne pense pas. »« Enlevez-les tous » s'exclama Elena, la voix paniquée. « Maintenant. Avez-vous déjà été témoin d'une discrimination aussi flagrante dans un lieu public? Auriez-vous réagi comme ces policiers, ou auriez-vous fait comme si de rien n'était? Commentaire numéro 1. Si vous pensez que davantage de personnes devraient dénoncer le racisme lorsqu'elles en sont témoins, ou numéro 2. Si vous pensez que les policiers auraient dû rester en dehors de cela. Cliquez sur ce bouton j'aime si vous admirez la dignité de James face à un tel manque de respect, et abonnez-vous pour voir plus d'histoires de héros du quotidien qui défendent ce qui est juste. Mais que se passera-t-il lorsque cette confrontation débordera dans les rues de Charleston, et comment la communauté réagira-t-elle lorsque les vidéos commenceront à circuler en ligne? Continuons cette histoire incroyable. La confrontation s'est étendue sur East Bay Street, où l'humidité du soir s'accrochait à la peau comme un linceul, et les touristes comme les locaux ont ralenti leurs pas pour assister à l'escalade du drame. James Washington se tenait au centre d'un rassemblement improvisé, la petite coupure sur sa joue maintenant bandée de manière experte par le capitaine Reynolds. Marcus a continué à enregistrer, son téléphone capturant les tentatives de plus en plus frénétiques d'Elena Whitman pour contrôler le récit alors qu'elle les suivait à l'extérieur. « Vous ruinez mon entreprise. Je vous poursuivrai tous en justice pour diffamation. » Elle cria, son accent de Charleston soigneusement entretenu se brisant, laissant place à quelque chose de brut, quelque chose de plus laid, quelque chose qui révélait la vérité sous son vernis poli. « J'ai le droit de maintenir les normes dans mon établissement. » Le major Coleman s'interposa instinctivement entre Elena et James, sa posture calme et mesurée, mais indéniablement protectrice, comme si sa présence même était un bouclier. « Madame, dit-il fermement, je vous suggère fortement de rentrer à l'intérieur et de reconsidérer votre position, la seule personne qui nuit à votre entreprise en ce moment, c'est vous. » L'agitation avait commencé à attirer l'attention des passants, des visages curieux apparaissant un à un, des téléphones levés pour enregistrer ce qui était devenu une scène vivante de confrontation. Le lieutenant Phillips se déplaçait parmi eux en silence, offrant à plusieurs spectateurs un récit calme et précis de ce qui venait de se passer à l'intérieur, son attitude posée conférant un air de crédibilité qui transformait les étrangers en témoins. Une voiture de police s'est arrêtée sur le trottoir, ses gyrophares bleus clignotant, projetant d'étranges ombres décousues sur les façades des bâtiments historiques qui bordaient la rue. Deux officiers sont sortis, l'un plus âgé, blanc, les yeux scrutant la situation avec méfiance, l'autre plus jeune, noir, avec une posture plus prudente, vigilant mais neutre. « Que se passe-t-il » demanda l'officier le plus âgé, la main posée nonchalamment près de son étui, tandis que son regard se posait sur James et Marcus. Avant que l'un ou l'autre puisse répondre, Elena s'avança, sa voix urgente et aiguë. « Officier Daniels, Dieu merci, vous êtes là. Ces gens me harcèlent, ils menacent mon entreprise. Je veux qu'ils soient arrêtés pour intrusion et trouble à l'ordre public. » L'officier le plus âgé hocha la tête sans hésitation, se tournant déjà vers James, la voix ferme, « Monsieur, je vais avoir besoin que vous. » Le major Coleman s'avança à nouveau, brandissant sa carte d'identité militaire comme un signe de vérité. « Avant de continuer, vous devez savoir que ce monsieur est un vétéran handicapé qui vient d'être agressé dans ce restaurant. Il y a plusieurs témoins et des preuves vidéo. » Le jeune officier jeta un regard de côté à son partenaire, l'incertitude commençant à obscurcir son expression. « Peut-être que nous devrions d'abord revoir les images, Jim. » L'officier Daniels hésita, toutes les implications de la scène se cristallisant lentement dans son esprit alors que de plus en plus de personnes se rassemblaient autour de lui. L'ambiance changeait. Une jeune femme blanche émergea de la foule, sa voix claire et tremblante. « J'étais à l'intérieur, le propriétaire a jeté un verre sur cet homme, c'était horrible. » Un couple blanc plus âgé, visiblement secoué, hocha la tête en signe d'accord. « Nous venons à Southern Heritage depuis des années, dit gravement le mari, mais ce que nous avons vu ce soir était inexcusable. Elle a expressément dit que son espèce n'avait pas sa place là-bas. » James, qui était resté calme pendant tout ce temps, parla enfin, d'une voix basse mais inébranlable. « Je ne veux pas porter plainte, dit-il simplement, malgré le sang qui suintait encore à travers le bandage sur son front. Je voulais juste célébrer la réussite de mon petit-fils avec un bon dîner, c'est tout. » Cette simple déclaration, dénuée d'amertume, a eu un écho plus profond auprès de la foule que n'importe quelle explosion.
L'officier Daniels se déplaçait mal à l'aise, le poids de sa propre erreur de jugement pesant lourdement sur lui. Monsieur, quels que soient vos souhaits, l'agression est un délit pénal, nous devons recueillir les déclarations de toutes les personnes impliquées. Un fourgon de presse locale s'est arrêté, attiré par un flot d'appels et de diffusions en direct circulant déjà en ligne. Elena Nena, repérant le journaliste et le caméraman, a essayé de se retirer dans son restaurant, mais elle a trouvé plusieurs membres de son personnel sur son chemin. J'arrête, déclara le jeune serveur noir qui s'était occupé de la table de James, sa voix s'élevant au-dessus du murmure croissant. J'en ai assez enduré pour financer mes études. Les réseaux sociaux étaient déjà en feu avec l'histoire. Les amis de l'école de médecine de Marcus, alertés par son live stream, ont commencé à arriver, certains encore en tenue d'hôpital, venus directement de leur service à l'hôpital pour montrer leur soutien. Alors que la blessure de James continuait de saigner faiblement, il refusa toute aide médicale supplémentaire avec un défi silencieux. J'ai versé plus de sang pour ce pays qu'il ne m'a jamais reconnu comme citoyen à part entière, murmura-t-il au capitaine Reynolds. Ce n'est rien. Les trois officiers échangèrent de brefs regards, parvenant à un accord silencieux. Monsieur Washington, dit respectueusement le major Coleman, nous serions honorés si vous et votre petit-fils vous joigniez à nous pour dîner ailleurs. Il y a un restaurant tenu par un vétéran à quelques pâtés de maison, un endroit où tout le monde est le bienvenu. James a semblé momentanément dépassé. C'est très gentil, mais je ne veux pas gâcher votre soirée. Ce serait notre privilège, monsieur, répondit le lieutenant Phillips. Après tout, nous n'avons pas encore célébré comme il se doit la réussite de votre petit-fils. Alors qu'il commençait à s'éloigner, d'autres vétérans, noirs et blancs, sont arrivés, la nouvelle s'étant rapidement répandue dans les réseaux militaires locaux sur ce qui était arrivé à l'un des leurs. Elena Nena, voyant sa réputation méticuleusement construite s'effondrer sous ses yeux, s'est barricadée à l'intérieur du restaurant, tandis que les quelques employés restants s'efforçaient d'expliquer la situation aux convives confus assis loin de l'incident. À l'extérieur, la foule s'était agrandie à plus de 50 personnes, unies par une indignation commune qui transcendait les races, liées par un sentiment collectif d'indignation alors que l'histoire continuait de se dérouler en temps réel. Au milieu de la confusion, James se tourna vers son petit-fils avec un sourire mélancolique. « Je suis désolé que ta fête ait dégénéré ainsi, mon fils. » Marcus secoua la tête, saisissant l'épaule de son grand-père. « Ne t'excuse pas, tu as passé ta vie à m'apprendre à tenir bon face à l'injustice, ce soir tu me l'as encore montré. » Ils ont continué leur chemin, flanqués des trois officiers et entourés de membres de la communauté, certains étrangers, d'autres amis, tous offrant leur présence en guise de soutien. La posture de James est restée droite, sa dignité indéniable l'incarnation d'un homme qui a passé sa vie à naviguer dans des espaces construits pour l'exclure, sans jamais renoncer à son estime de soi. Derrière eux, on pouvait entendre l'agent Daniel s'informer Elena Nena, désormais enfermée dans son propre restaurant, qu'elle devrait fournir une déclaration officielle au sujet de l'agression. Le hashtag Dies Symboli du patrimoine du Sud a commencé à être tendance localement, avec des clips vidéo sous plusieurs angles partagés des milliers de fois. Ce qui avait commencé comme un dîner privé pour marquer une étape importante de la vie familiale était devenu un point d'éclair, une prise de conscience publique dans une ville habituée depuis longtemps à dissimuler ses divisions raciales derrière l'hospitalité du Sud. Au matin, la vidéo de James Washington digne, ensanglantée, calme se tenant debout tandis qu'Elena Nena Whitman lançait des insultes, avait été visionnée plus de 2 millions de fois. Les médias nationaux ont repris l'histoire, diffusant des images côte à côte de James dans son uniforme de la marine de l'époque du Vietnam et dans ses vêtements civils actuels. Des documents militaires ont fait surface en ligne, révélant que le sous-officier de première classe James Washington avait reçu un Purple Heart lors de l'offensive du Tay. La citation officielle décrit comment, malgré une blessure grave, il a continué à réparer des équipements de communication essentiels sous le feu ennemi, un acte qui a probablement sauvé des dizaines de vies américaines. Pourtant, à son retour chez lui, il a été confronté à une discrimination systémique, sa carrière a été freinée, ses compétences ont été négligées, simplement à cause de la couleur de sa peau. À l'extérieur de Southern Heritage qui est resté visiblement fermé malgré ses heures d'ouverture affichées, une formation silencieuse de vétérans s'est rassemblée. Beaucoup portaient leurs uniformes, se tenant côte à côte, leur présence étant un monument vivant de solidarité qui transcendait la politique. Des journalistes locaux ont interviewé des participants, dont un vétéran blanc du Vietnam qui s'est exprimé en larmes. À mon retour, on m'a traité de tueur d'enfants, mais au moins, on m'a servi dans les restaurants. James et moi avons versé notre sang sur la même terre pour le même drapeau. Cette différence de traitement est une honte nationale.
Elena Nena, désespérée de limiter les dégâts causés à son entreprise, a accepté une interview télévisée. Cela s'est retourné contre lui. Je n'ai rien contre les vétérans ou les noirs, a-t-elle insisté, un sourire forcé s'étirant sur son visage tendu. Southern Heritage a toujours accueilli avec enthousiasme tous ceux qui répondent à nos normes de comportement. Lorsque l'intervieweur lui a demandé quelles normes James avait violées, sa façade s'est fissurée. Il mettait les autres convives mal à l'aise, rien que par ses manières. Certaines personnes ne s'intègrent pas à l'ambiance que nous avons créée. Et quelle ambiance est-ce là, a insisté l'intervieweur. Un endroit où les vétérans noirs âgés ne sont pas les bienvenus? Elena Nena a brusquement mis fin à l'interview, mais le mal était déjà fait. Pendant ce temps, les 3 officiers qui étaient aux côtés de James lancèrent une Respectons nos vétérans campagne qui a rapidement gagné du terrain sur les plateformes sociales. Le message du Major Coleman a eu un écho au-delà des clivages partisans. Lorsque nous portons l'uniforme, nous représentons et défendons tous les Américains. Lorsque nous l'enlevons, nous méritons d'être traités avec la même dignité que celle que nous avons lutté pour préserver pour les autres. Dans le quartier modeste de James à North Charleston, voisins et amis ont partagé avec les journalistes des histoires sur l'homme discret qu'ils connaissaient depuis des décennies. Du tutorat en mathématiques pour les enfants de la région à la création d'un petit fonds qui aidait les ingénieurs en herbe à acheter des manuels scolaires, James avait été un pilier discret de la communauté. Monsieur Washington n'a jamais voulu de reconnaissance, a déclaré son voisin de 30 ans. Il croyait fermement qu'il fallait s'élever comme on s'élève. Cet homme a aidé plus d'étudiants à intégrer l'université qu'on ne le pense. Des responsables militaires de plusieurs branches ont publié des déclarations condamnant ce qui s'était passé. Le commandant du corps des marines a tweeté. Quand on manque de respect à un vétéran, on les manque à tous. C'est inacceptable. Au sein de Southern Heritage, la crise s'est aggravée. Les démissions du personnel ont continué, les unes après les autres. Le chef cuisinier, un homme blanc qui travaillait là depuis 15 ans, a présenté sa démission devant la caméra, la voix tremblante d'émotion. Mon grand-père était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il refusait même de parler de ce qu'il avait vu lors de la libération des camps de concentration. L'idée qu'un vétéran puisse être traité de la sorte dans ma cuisine me rend malade. Je n'ai pas demandé toute cette attention, commença-t-il, sa voix douce, mesurée, portant le poids d'années passées à avaler la douleur et à préserver la dignité. Je ne voulais pas être un symbole, ni une histoire, ni une controverse, je voulais juste être traité comme un être humain, comme l'homme que j'ai toujours essayé d'être. La salle retint son souffle tandis que James s'arrêtait, ses doigts se resserrant légèrement autour de la tête de sa canne, la lumière au-dessus de sa tête scintillant sur ses cheveux argentés, ses yeux scrutant la foule, non pas avec accusation, mais avec une clarté calme et inébranlable. Ce qui s'est passé dans ce restaurant était mal, a-t-il poursuivi, mais ce n'était pas nouveau, cela n'a pas commencé avec un repas refusé ou un nom ignoré, cela a commencé il y a longtemps, lorsque mon arrière-grand-père Isaiah a été chassé de ses terres, lorsque mon grand-père Salomon est mort en travaillant dans des mines dangereuses pour la fortune de quelqu'un d'autre, lorsque je suis rentré de la guerre et que j'ai attendu 3 ans pour des soins qui ne sont jamais venus. Les faits ont été enterrés dans des archives poussiéreuses et un oubli poli, mais la douleur, l'injustice, qui ont été transmises, gravées dans nos corps, notre tension artérielle, nos os. Il se tourna brièvement vers Marcus, lui adressant un signe de tête à la fois fier et désolé, puis fit à nouveau face au public. Maintenant, on me dit que mon histoire relie 2 époques de l'histoire américaine, a-t-il dit, et c'est peut-être vrai, mais ce qui compte le plus, c'est de savoir si nous avons le courage de construire un pont vers quelque chose de meilleur, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui m'ont précédé et ceux qui se battent encore pour être vus aujourd'hui. Il leva légèrement le menton, le coup régulier de sa canne marquant son retour à son siège, tandis que la salle noire et blanche, vieux et jeunes, vétérans et civils éclata dans une longue ovation debout. De l'autre côté de la ville, une équipe de tournage a capturé l'instant depuis les fenêtres du centre communautaire, la rue mouillée par la pluie reflétant la lumière dorée qui se déversait de l'intérieur, et bien que la ville de Charleston porte encore les blessures de son passé, cette nuit-là, dans cette pièce, quelque chose comme la guérison avait commencé à prendre racine. La controverse autour de Southern Heritage s'était transformée en une conversation sur l'identité, la justice et le prix du silence, mais elle avait également semé les graines d'une vision partagée, un avenir où un bâtiment autrefois entaché par l'exclusion pourrait devenir un sanctuaire de soutien, de dignité et de souvenirs. Elna Whitman, désormais officiellement en faillite, regardait depuis la maison de sa sœur, à 2 comtés de là, le visage indéchiffrable, les présentateurs de journaux télévisés débattre du symbolisme du centre des vétérans, certains louant la proposition comme rédemptrice, d'autres la rejetant comme performative.
elle avait refusé d'autres entretiens, son avocat n'ayant publié qu'une brève déclaration réitérant son droit à maintenir les normes dans son établissement, une phrase qui sonnait désormais creux aux oreilles de beaucoup. Pendant ce temps, Marcus et une coalition d'anciens combattants, d'historiens et de leaders des droits civiques ont continué à peaufiner la proposition, en intégrant les commentaires de la communauté et en élargissant les services pour inclure des conseils en matière de traumatisme, un soutien à l'emploi et des programmes de mentorat pour les jeunes vétérans de couleur. La proposition, désormais soutenue par 4 fondations nationales, promettait non seulement une guérison mais aussi un changement tangible, une chance de transformer l'un des moments les plus sombres de Charleston en une lumière durable. Et James Washington, bien que plus fragile qu'avant, trouva une nouvelle force en sachant que son endurance tranquille était devenue le fondement de quelque chose de plus grand que lui. Lorsqu'un journaliste local lui a demandé s'il avait un dernier mot à dire sur la question, il a simplement répondu. Assurons-nous que la prochaine fois qu'un jeune vétéran entre dans un restaurant de cette ville, il n'aura pas à se demander s'il sera refoulé. Assurons-nous que la dignité ne soit pas quelque chose qu'ils doivent exiger. Que ce soit le point de départ. Que ce soit l'air que nous respirons tous. L'article était terminé, mais l'histoire de James, l'histoire d'Isaiah, l'histoire de Salomon, et maintenant celle de Marcus, était toujours en cours d'écriture, non pas dans des documents juridiques ou des critiques Yelp, mais dans le cœur d'une communauté qui commençait tout juste à se connaître elle-même. Et c'était peut-être la plus grande victoire de toutes. Mais se transmettant clairement à travers le système sonore. Pendant la majeure partie de mes 78 ans, j'ai essayé de vivre tranquillement et dignement, malgré les barrières placées sur mon chemin. J'ai servi mon pays, élevé ma famille et contribué à ma communauté sans reconnaissance ni récompense. Il s'arrêta, observant la pièce, ses yeux remplis d'une intensité silencieuse. Ce bâtiment dont nous parlons a une histoire plus longue que la plupart d'entre vous ne le savent. Avant c'était Southern Heritage. Avant c'était une société commerciale. Avant c'était une banque. C'était un site de vente aux enchères d'esclaves. Mon arrière-arrière-grand-mère a été vendue à cet endroit même alors qu'elle n'était qu'une jeune fille de 13 ans. Des murmures ont parcouru le public, une douce vague d'inconfort et d'incrédulité. Plus tard, le terrain a été brièvement la propriété de mon arrière-grand-père. Jusqu'à ce qu'on le lui retire par des menaces et des manipulations juridiques. La fortune de la famille Whitman qui a financé le restaurant a été construite sur le dos brisé des travailleurs noirs. Y compris mon grand-père, qui est mort dans leur mine. Les liens historiques, désormais exposés dans les médias locaux, ont ajouté des couches de douleur et de gravité à ce qui semblait autrefois être un cas simple de discrimination moderne. On m'a demandé d'être le directeur honoraire de ce centre pour vétérans proposé, a poursuivi James, la voix ferme. Je ne suis pas sûr de vouloir ce rôle. Ce que je sais, c'est que ce bâtiment a été un lieu de souffrance pour des générations de personnes qui me ressemblent. Peut-être qu'il est temps qu'il devienne plutôt un lieu de guérison. La salle a éclaté en applaudissements, forts et accablants. Pourtant, les partisans d'Elena Nena sont restés immobiles, d'un silence de pierre, impassible. Comme si elle était invoquée par la seule force de son nom. Elena Nena Whitman elle-même est entrée dans la salle. Elle était plus mince qu'avant, manquant du raffinement et du contrôle qui la couvrait autrefois. Pourtant, elle dégageait un air indéniable de droit. Elle a exigé d'être entendue. Le juge, visiblement réticent, lui a accordé 3 minutes au micro. Ce n'est rien d'autre qu'une attaque coordonnée contre un propriétaire d'entreprise respecté de Charleston, a-t-elle commencé. Sa voix était cassante, presque métallique, avec une fureur contenue. Ma famille fait partie du tissu de cette ville depuis 6 générations. Nous avons créé des emplois, préservé des propriétés historiques et donné à Charleston son caractère. Elle se tourna, les yeux brûlants, vers James. Ses revendications sur la propriété foncière et les conditions d'exploitation minière sont de l'histoire ancienne. Ils sont utilisés comme armes pour un programme politique moderne. Je refuse d'être tenu responsable de choses qui se seraient produites il y a un siècle. Un vieil homme blanc s'est levé du public, s'appuyant sur une canne semblable à celle de James. Madame Whitman. J'ai servi avec James Washington au Vietnam. Pendant que vous assistiez à des balles de débutantes, il sauvait des vies américaines sous le feu ennemi. Je t'ai vu lui jeter ce verre. Rien de ce qui s'est passé il y a un siècle ne justifie ce que vous avez fait il y a 3 semaines. Le visage d'Elena Nena rougit alors qu'elle le reconnaissait. Un de ses anciens clients réguliers s'était retourné contre elle. Avant qu'elle puisse répondre, les portes s'ouvrirent à nouveau. Un groupe de vétérans âgés est entré, certains en fauteuil roulant, d'autres utilisant des déambulateurs.
Beaucoup de noirs, quelques blancs. Tous portaient des casquettes indiquant leur époque de service. Ils s'alignèrent silencieusement le long du mur du fond, leur présence en disant beaucoup. Le cours de la réunion avait irrémédiablement changé. Lors du vote, la proposition de centre pour vétérans a été adoptée avec un soutien écrasant. Les menaces juridiques d'Elelanena étaient désormais sans poids, sa propriété de la propriété était une chose du passé. Alors que la réunion se dispersait, James se retrouva entouré de mains chaudes, d'yeux larmoyants et de hochements de tête silencieux. Un jeune homme blanc s'est approché avec hésitation. « Monsieur Washington. Je suis Thomas Whitman. Elelanena est ma grand-mère. » La pièce se figea à nouveau, le souffle collectif retenu. « Je voulais dire que je suis désolé. Pas seulement pour cette nuit-là, mais pour tout ce qui l'a précédé. Je fais des recherches sur l'histoire de notre famille depuis que cela s'est produit. Et j'ai honte de ce que j'ai trouvé. » James étudia attentivement le jeune homme, observant son énergie nerveuse, son visage ouvert. « Merci, mon fils. Les péchés du passé ne sont pas à toi. À moins que vous ne choisissiez de les perpétuer. » Thomas hocha la tête, visiblement secoué. « Je veux faire plus que m'excuser. Je veux aider le centre. J'ai un diplôme en gestion à but non lucratif. Peut-être que je peux contribuer. » Le moment était suspendu dans l'air comme un moment sacré. Un Whitman, s'humiliant devant un Washington. Cela n'est pas passé inaperçu. Alors que la construction du centre des vétérans commençait, le site s'est transformé en un creuset de guérison. Des volontaires militaires et civils ont travaillé côte à côte. James avait fini par accepter le poste de directeur honoraire. « Ce n'est pas parce que je cherche la reconnaissance, confia-t-il à Marcus, le regard tourné vers l'horizon. C'est parce que la représentation compte. Si, ne serait-ce qu'un seul jeune vétéran voit quelqu'un qui lui ressemble, debout, là, dans un lieu de respect. Alors peut-être que son chemin à lui sera un peu moins difficile que le mien ne l'a été. » Ainsi, la transformation du centre des anciens combattants devint bien plus qu'un projet communautaire. Elle devint un acte d'amour, un devoir de mémoire, une mission sacrée. Des experts en préservation historique unissaient leurs forces avec des vétérans, s'attachant à préserver chaque pierre, chaque poutre, chaque trace du passé. Tout en métamorphosant l'intérieur en un espace chaleureux, lumineux, vivant. Marcus, infatigable et résolu, avait recruté des étudiants en médecine pour assurer le fonctionnement de la clinique à rotation. Les 3 officiers, quant à eux, activaient leur réseau, tissant des ponts entre sphères militaires, civiles et philanthropiques. Afin de garantir des fonds, du matériel, et surtout, de l'espoir. Pendant ce temps, Elelanena, dans une ultime manœuvre d'obstruction, multipliait les plaintes, zonages, nuisances, conformités. Mais ces efforts, loin d'endiguer le courant, en révélèrent davantage. Les chercheurs communautaires, en poursuivant leurs investigations, mirent au jour de nouveaux documents. Plus accablants encore que les précédents. Ils confirmaient avec une clarté implacable que la terre sur laquelle s'élevait le centre avait appartenu, de manière légitime, à la famille Washington. Avant d'être arrachée par la violence et la ruse juridique. Face à cette vérité, le conseil municipal, saisissant cette chance historique de réparer, de penser une mémoire collective longtemps négligée, accéléra l'émission des permis nécessaires et s'engagea publiquement dans le processus de réhabilitation. Lorsque le centre atteignit sa moitié de construction, il s'imposait déjà comme un monument à ce que peut engendrer une communauté. Lorsqu'elle choisit, non pas de fuir, mais de faire face à son histoire. Les yeux ouverts, l'âme humble, et le cœur tendu vers un avenir plus juste. 6 mois après cette nuit bouleversante au Southern Heritage. Le soleil d'automne, doux et doré, étendait ses ombres sur les murs presque achevés du centre. Là où, jadis, régnait l'ombre de la cruauté, vibrait désormais la promesse d'une renaissance. Des milliers d'heures offertes, mains calleuses et volontés ferventes, avaient façonné cet édifice comme on sculpte un champ de rédemption dans la pierre. L'extérieur, en briques anciennes, avait été soigneusement conservé, témoignant du respect dû à l'histoire, même la plus douloureuse. Mais l'intérieur, lui, s'ouvrait avec générosité. Des salons confortables invitaient à la conversation. Une bibliothèque de ressources offrait savoir et repères. Des salles de conseil accueillaient les blessures invisibles. Et une clinique médicale modeste tendait ses instruments vers les plus fragiles. Le long des murs, des photographies racontaient ce que l'histoire avait longtemps eu.
Elle retraçait, dans une dignité sobre, le parcours des vétérans noirs. Depuis la guerre d'indépendance jusqu'à nos jours. Leurs noms, leurs visages, leurs actes de bravoure si longtemps ignorés étaient enfin offerts à la lumière. Non plus occultés, mais enchâssés dans le verre, dans la clarté, dans la mémoire collective. L'ouverture officielle était prévue pour le vétéran Day. Dans à peine 2 semaines. James Washington, qui autrefois doutait de sa place dans cette aventure, arpentait désormais les couloirs comme un berger silencieux guidant son troupeau. Il partageait sa sagesse avec les jeunes vétérans, racontait, expliquait, transmettait. Il guidait les visiteurs lors des tournées du chantier, sa voix posée, son pas lent, mais résolu. Ce bâtiment, disait-il souvent en s'arrêtant devant les pierres anciennes, a vu le pire de ce que l'Amérique a pu être. Mais désormais, il va révéler ce qu'elle peut être de meilleur.